Yes, 10 000 pas, 6 km de 100, rythme cardiaque, 133 battements par minute. Pratique, la montre connectée. Je peux savoir combien d'heures de ma nuit j'ai passé en sommeil profond, recevoir des messages de mes amis, voir la météo, savoir quel jour je me suis dépassée en sport ou au contraire quand je devrais me lever de mon canapé. Et tout ça directement sur le poignet. Mais toutes ces informations, qu'est-ce qu'elles révèlent de moi ? Et à qui ? Vous écoutez l'Uniscope, le podcast du campus de l'Université de Lausanne, qui est aujourd'hui connecté à votre montre et aux données qu'elle récolte. Donc selon l'application qui est liée à ma montre, j'ai fait aujourd'hui 7423 pas, dormi 8h40, dont 2h26 en sommeil profond. La plupart du temps, quand on prend une montre connectée du commerce, toutes les données sont stockées sur ce qu'on appelle le cloud, qui sont en fait les serveurs gérés par l'entreprise qui nous a vendu la montre. Donc il y a des gens qui aiment bien dire que le cloud, ça n'existe pas, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre, et en fait c'est un peu le cas. Lui, c'est Noé Dufray. Il est postdoctorant et chargé de cours à l'Université de Lausanne, spécialisé en sécurité de l'information. Pour sa thèse de doctorat, il a justement étudié les montres connectées et s'est demandé quel était l'impact de leur utilisation sur la vie privée. Et du coup, moi, je me suis orienté un petit peu sur deux facettes. C'est apprendre comment est-ce que les gens partagent leurs données, en fait, qui sont récoltées par les montres connectées, donc rythme cardiaque, nombre de pas, données de sommeil, etc., pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils pourraient mettre leur vie privée en danger, en fait, pour comprendre leurs habitudes de partage, etc. Et ensuite, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que quelqu'un de potentiellement malveillant pourrait faire avec ces données, comment est-ce qu'il pourrait, par exemple, en apprendre plus sur une personne, sur un utilisateur, que simplement son nombre de pas, comment il pourrait exploiter ces données pour, par exemple, manipuler ces gens, faire de la publicité ciblée, ce genre de choses. Pour comprendre tout ça, il a mené une expérience. Il a donné à 204 personnes une montre connectée et a récolté pendant 4 mois leur nombre de pas, rythme cardiaque, données de sommeil et activité. À côté de ça, en parallèle, on leur a fait passer un test de personnalité. En fait, on s'est basé sur un modèle qui est très connu et très utilisé en psychologie, qui s'appelle le modèle des Big Five ou modèle Océan, qui va classer les traits psychologiques des gens en 5 catégories, qui sont l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité et le névrotisme. Et en gros, ça représente un petit peu à quel point on est ouvert à faire de nouvelles expériences. Donc ça, c'est pour l'ouverture. À quel point est-ce qu'on a tendance à aller vers les gens qu'on ne connaît pas ou à rechercher un petit peu des situations excitantes. Donc là, c'est plutôt pour l'extraversion. La conscienciosité, ce sera lié à l'autodiscipline, comment on a tendance à potentiellement respecter les règles, la loi et ce genre de choses. L'agréabilité, c'est plutôt est-ce qu'on a tendance à faire preuve de compassion, d'être plutôt chaleureux ou être attentif à autrui. Et le névrotisme qui est plutôt lié à des sentiments négatifs comme le stress, l'anxiété et la dépression. D'un côté, il y a donc la personnalité des participants et participantes, mesurée par les 200 questions du test de personnalité. Et de l'autre, les données récoltées par les montres connectées. Le but était de déceler s'il y avait un lien entre les deux. Pour faire ça, en fait, on va utiliser des techniques liées à l'intelligence artificielle. Donc, on utilise du machine learning, en fait, et on a créé un algorithme. On utilise des modèles, des algorithmes qui vont automatiquement, en fait, générer ces corrélations. Et ça, on le fait avec une partie des données. Et ensuite, avec l'autre partie des données, on va juste aller vérifier. Et on lui donne que les données de montre connectée et il va essayer de deviner après le score dans les traits psychologiques. Et le but ensuite, c'est on va regarder combien de fois est-ce que cet algorithme il a raison et on va pouvoir évaluer l'efficacité de la prédiction. Et il se trouve que on a des résultats significatifs pour l'extraversion, l'ouverture et le névrotisme. Donc en gros, on sait qu'avec les données de montre connectée, quelqu'un peut plutôt bien deviner si quelqu'un est plus extraverti ou introverti, plutôt à tendance anxieuse ou pas, ou plutôt, ouvert à faire de nouvelles expériences, ouvert d'esprit ou non. Il y a donc bien un lien direct entre la personnalité et les données physiologiques mesurées par les montres. En décortiquant le modèle statistique, il a pu trouver ce qui permettait à l'algorithme de faire ce lien. La qualité du sommeil est corrélée avec la mesure de névrotisme, ou la tendance à ressentir de l'anxiété.
Le trait de personnalité d'ouverture, lui, est lié à la variation du rythme cardiaque. Et le nombre de pas peut prédire l'extraversion de la personne. Surtout les vendredis et samedis soirs. Donne-moi ta montre connectée et je te dirai qui tu es. Ces résultats ont été trouvés avec les données de seulement 204 personnes qui ont porté une montre connectée pendant 4 mois. Mais il y a une centaine de millions d'utilisateurs et utilisatrices de montres connectées dans le monde, certains les portant sans cesse depuis des années. Une entreprise qui vend ces appareils a donc la main mise sur bien plus de données. Selon le nombre de personnes, on peut imaginer qu'effectivement, avec des données de base de 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, pour entraîner un modèle qui va après deviner les traits de personnalité des gens, on peut clairement gagner en précision. Et du coup, effectivement, si par exemple Google, qui est propriétaire actuellement de la marque Fitbit, donc un des trackers d'activité les plus répandus au monde, a accès à des données justement de millions de personnes, on estime qu'il pourrait avoir un modèle beaucoup plus précis que le nôtre et donc estimer la personnalité des utilisateurs et utilisatrices clairement mieux que nous. Une société qui a accès à toutes ces données peut donc estimer avec une grande précision les personnalités des porteurs et porteuses de montres connectées. Mais que peuvent-ils faire avec ces informations ? Alors en fait, ce qu'ils vont pouvoir faire principalement, et là on parle pas spécialement des données de montres connectées, mais on sème énormément d'autres données aussi, que ce soit en naviguant sur Internet, en utilisant une carte de crédit, etc. Donc des données de consommation, donc le genre de produits qu'on va acheter en magasin, le genre de site Internet qu'on va visiter, le genre de posts qu'on va liker sur des réseaux sociaux, donc que ce soit sur Instagram, TikTok, etc. Et tout ça, en fait, ça va permettre de créer des profils utilisateurs, et ça va permettre en fait à des grosses entreprises, principalement de faire de la publicité ciblée, donc qui va pouvoir impacter beaucoup plus les gens. Si on connaît par exemple le profil psychologique de quelqu'un, ça va être beaucoup plus simple de les influencer en fait, pour pouvoir personnaliser une publicité donnée, etc. L'extraversion, c'est assez lié par exemple à ce qu'on appelle, en anglais c'est excitement seeking, donc on pourrait le traduire par recherche de situations excitantes ou quelque chose comme ça. Et là, on est vers un profil de personnes qui, par exemple, seront très sensibles à tout ce qui est sport extrême ou des choses du style. Et ben voilà, si on est, je sais pas, une entreprise comme Decathlon qui veut vendre des deltaplanes ou des choses comme ça, ben ils pourraient faire ce genre de publicité à ce genre de personnes et cibler là-dessus. Alors que si on est sur quelqu'un de plutôt introverti, ben on pourrait lui proposer peut-être un vélo d'appartement. Vendre plus, plus cher. Ces entreprises ont la capacité de le faire, mais est-ce qu'elles le font vraiment ? Alors elles le font, clairement. Pas forcément les données de montres connectées, ça je sais pas, mais la publicité ciblée qui utilise toutes les données qu'ils ont sur notre comportement, sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., ça se fait, clairement. Je crois que Netflix le fait, par exemple. Ils vont regarder un petit peu le comportement des utilisateurs et utilisatrices sur leur plateforme, et ensuite, selon la série ou le film qu'ils veulent mettre en avant, ils vont pas forcément montrer la même affiche. Ils vont un petit peu automatiser la création de cette affiche pour influencer un peu plus les gens et leur donner plus envie de cliquer en fait. La publicité ciblée n'est pas la seule utilisation possible des données. Ces informations peuvent aussi être utilisées à des fins de propagande politique. Si on prend l'exemple du névrotisme, donc un des 5 traits qui est lié à l'anxiété, au stress, etc., on pourrait très bien, on pourrait parler par exemple d'une propagande d'extrême droite qui va lier avec, je sais pas, la peur d'une certaine frange de la population. Ça pourrait être lié à la migration. Ils pourraient essayer de les cibler un petit peu comme un ennemi à combattre ou quelque chose comme ça, ou comme une cause de certains problèmes sociaux. Et du coup, en voyant que quelqu'un est très anxieux, on pourrait jouer là-dessus, on pourrait dire voilà, c'est ces personnes-là qui font que vous êtes au chômage, c'est ces personnes-là qui font ça. Au contraire, si on voit qu'une personne a plutôt des traits d'ouverture ou des choses comme ça, on va pouvoir essayer de jouer sur quelque chose d'autre. Et du coup, ça va faire que chaque personne, en fait, selon ses traits psychologiques, verra en fait une propagande qui lui est complètement dédiée, et ça va vraiment aller dans ce sens-là. Et donc c'est effectivement quelque chose qui a été fait notamment par Donald Trump aux États-Unis lors des élections présidentielles en 2016, où une entreprise, donc Cambridge Analytica, a été mandatée par son parti pour faire de la propagande ciblée sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, et ils ont utilisé ce modèle-là des Big Five pour évaluer la personnalité des utilisateurs et utilisatrices de Facebook, et ensuite pour pouvoir cibler de la propagande politique.
Alors après, c'est toujours dur d'estimer quel est l'impact réel de ce genre de choses. On n'est pas sûr. Est-ce que Donald Trump aurait été élu s'il n'avait pas fait ça ou non? Enfin, c'est vraiment une question là. Là, c'est très très compliqué, voire impossible de le savoir. Mais en tout cas, c'est clair que ça a eu un impact, au moins un petit impact. Et donc là, on va vraiment avoir un impact global sur la société, en fait. Parce qu'à partir du moment où un parti politique peut avoir une influence personnalisée sur chaque électeur et électrice, là, on peut vraiment parler d'influence, et on peut vraiment parler d'influence globalement sur une société, et c'est là aussi où il y a des problèmes éthiques qui peuvent se jouer, parce que où s'arrête l'influence et où commence la manipulation. La plupart du temps, partager ces données avec l'entreprise qui nous a vendu la montre connectée, ça c'est un petit peu un indispensable. C'est un peu le contrat de base qu'on va signer quand on achète la montre. Après, on a aussi la possibilité, pour par exemple avoir des fonctionnalités supplémentaires, d'installer ce qu'on appelle des applications tierces. Donc en fait, c'est globalement des applications supplémentaires qui peuvent être installées sur notre téléphone ou qui peuvent être juste gérées par une entreprise tierce et qui va nous fournir soit des gains financiers, soit directement une meilleure manière de gérer notre rythme cardiaque, de surveiller nos nombres de pas, etc. Et ces applications tierces-là, en fait, la plupart des grandes marques de montres connectées nous permettent de directement partager nos données avec elles. Et ça, on a remarqué qu'il y a une écrasante majorité des utilisateurs et utilisatrices de montres connectées qui le font, en fait, et surtout que la moitié d'entre eux partagent leurs données avec certaines applications tierces sans même le savoir. Alors ça peut être soit parce qu'ils ont accepté de partager leurs données à un moment dans leur vie et ensuite ils ont complètement oublié qu'ils l'avaient fait, ou ça peut être parce qu'ils ont pensé à tort qu'ils avaient révoqué ce droit d'accès d'une certaine manière, mais en fait ils se sont trompés et cet accès-là existe toujours, ou ça peut être également parce qu'ils n'ont pas du tout compris comment est-ce que le partage de données fonctionne, et ils pensent partager un certain nombre de leurs données, mais en fait, ils partagent beaucoup plus de données que ce qu'ils croient. En vie privée, on parle toujours d'une espèce d'équilibre à trouver entre la vie privée et l'utilité en fait, d'un produit. Donc, en fait, à quel point est-ce que quelque chose nous est utile et à quel point est-ce qu'on va, entre guillemets, sacrifier une partie de notre vie privée pour avoir cette utilité-là. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est pas forcément évident parce que c'est un truc auquel on doit penser éventuellement quotidiennement, mais c'est un petit peu des petits réflexes à prendre si on veut faire attention à sa vie privée. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme traverser la route et regarder à gauche et à droite avant de traverser pour voir s'il n'y a pas une voiture. Effectivement, c'est peut-être une charge mentale, mais c'est peut-être un peu plus sain et plus safe de regarder avant de traverser que de traverser les yeux fermés, même si on n'a pas besoin d'y penser. Aujourd'hui, la vie devient de plus en plus confortable grâce aux technologies connectées. Le frigo peut prévenir s'il manque du lait pour demain matin, le thermostat s'il faudra adapter la température après le retour des vacances, ou encore le téléphone si une nouvelle musique pourrait nous plaire. De plus en plus d'appareils apprennent à nous connaître et nous rendent la vie plus facile. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Dans un monde de plus en plus connecté, les questions du partage, de l'acquisition et de l'utilisation des données se posent. Est-ce qu'on risque de se diriger dans un monde dans lequel on perd le contrôle de nos données, de ce qui nous influence et de qui nous sommes ? Ouais, je pense qu'on peut se diriger vers un monde comme ça. Je vois deux risques principaux en fait. C'est soit dans des pays où on a un État très fort et très autoritaire, qui pourrait utiliser énormément de données personnelles pour surveiller sa population. C'est le cas, hein. Il y a des pays où c'est clairement le cas, où on a de la surveillance, notamment aussi avec des caméras dans la rue, etc. Et là, on peut avoir des réels dangers par rapport à la liberté d'expression, par rapport à comment bloquer des adversaires politiques, etc. Ou alors, presque à l'opposé, mais pas vraiment, ce serait un monde vraiment dirigé par des grosses entreprises qui du coup auraient toutes les informations sur les citoyens et citoyennes et qui pourraient vraiment contrôler et influencer tout le monde le plus efficacement possible de leur point de vue, quoi. On se croirait dans une série futuriste et dystopique. Comment éviter de se retrouver dans un tel monde ? Je pense que là, la réponse, elle est vraiment éthique, elle est vraiment politique.
et c'est vraiment et légal, et c'est vraiment à ces niveaux-là qu'il faut jouer. Donc là voilà, moi mon travail c'est vraiment de voir quels sont les risques, quels sont les dangers, vers quoi est-ce qu'on peut aller, et ensuite je laisse les gens qui sont compétents en droit, en éthique et en politique gérer tout ça et faire leur travail. Il y a un concept assez fondamental en recherche en vie privée qui s'appelle privacy by control, qui est que en fait on peut considérer qu'une bonne méthode de gérer la vie privée des citoyens et des citoyennes, c'est de leur laisser le maximum de contrôle sur leurs données. L'idée étant que si je veux livrer mes données à des gens, à des entreprises, etc., je suis libre de le faire. Par contre, je dois pouvoir ne pas le faire si je ne veux pas le faire. Et moi, en train de faire mon jogging au bord du lac, est-ce que je peux faire quelque chose pour protéger mes données ? Il y a des trucs tout simples, comme par exemple mettre une notification mensuelle, hebdomadaire, etc. sur son téléphone qui dit « si jamais vous partagez vos données à ça, est-ce que vous voulez pas révoquer le droit d'accès aux données à ces entreprises, etc. » On a également proposé des façons potentiellement de mettre en place un peu plus de granularité dans les options de partage de données. Donc, au lieu de partager le nombre de pas que je fais chaque minute, peut-être que je pourrais juste partager le nombre de pas que je fais chaque jour. Et ça, on a également montré que la plupart du temps, les gens estiment qu'ils retirent assez de bénéfices à l'utilisation des applications et des montres connectées s'ils avaient juste accès au nombre de pas qu'ils font par jour et pas spécialement au graphe précis par minute. Donc ça, c'est toutes des options qui peuvent être mises en place pour aider les gens à mieux partager leurs données. La plupart du temps, la montre connectée, elle est connectée à un smartphone qui lui est connecté à Internet et qui transmet nos données. Si notre smartphone n'est pas connecté à Internet, les données ne vont pas être transmises. Donc on peut, par exemple, utiliser un smartphone jamais connecté à Internet et juste utiliser l'application qui est liée à la montre connectée pour lire les données. Ensuite, on a aussi des trucs qui sont liés à la loi. Donc on a la RGPD en Europe, donc la loi générale sur la protection des données, et la LPD en Suisse. Et normalement, ça donne le droit aussi aux consommateurs et consommatrices de demander aux entreprises quelles sont les données qu'ils ont sur eux, et dans la plupart des cas, de demander de supprimer ces données, en fait, s'ils en ont. Mais il y a des services, en fait, où on peut... Alors, c'est des services qui sont payants, mais on peut s'inscrire à certains services qui vont après automatiquement, eux-mêmes gérer, regarder un petit peu toutes les entreprises avec lesquelles on a été en contact, etc., et qui vont leur demander de supprimer les données qu'ils ont sur nous. Ces objets connectés, ils sont là pour réduire pas mal de charge mentale. Je veux dire, si j'ai quelque chose si je veux surveiller mon nombre de pas, mon rythme cardiaque, mon sommeil, etc., sans objets connectés, je devrais investir énormément de temps pour ça. Et donc, je pense que l'un dans l'autre, investir un petit peu de temps pour notre vie privée, si on utilise ce genre d'objet, ça nous coûte pas plus que ne pas utiliser ce genre d'objet et faire ce travail à la main. Donc, finalement, en fait, d'une part, les montres connectées et tous ces objets connectés réduisent quelque part peut-être une partie de cette charge mentale. Pourquoi ne pas en rajouter un tout petit peu pour faire un peu plus attention ? Encore une fois, si on a envie. Dans ce monde où chaque battement de cœur, chaque pas, chaque souffle peut être capturé, analysé et interprété, une question demeure. Où traçons-nous la ligne de notre vie privée ? Depuis votre montre, votre smartphone ou votre ordinateur, vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope créé et présenté par Marion Dehauvay. Notre expert du jour, Noé Dufray, est post-doctorant et chargé de cours à l'Université de Lausanne, spécialisé en sécurité de l'information et en vie privée. Pour plus d'épisodes, restez connectés.